Allègement de charges des entreprises est fort demandé aux collectivités locales. L'exécutif, le gouvernement est-il en train de reculer? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Déjà, autre sujet sur le report des 6 mois, de 6 mois des indexations des pensions de retraite. On sait que le gouvernement a revu sa copie. Désormais, il semble céder donc sur d'autres mesures qui devaient réduire le déficit. On devait avoir 60 milliards d'efforts sur la dépense publique, dont les 2 tiers sur la dépense publique. L'objectif, c'est de 5% de déficit public en 2025. Et pour autant, il y a de plus en plus de recul sur plein de dossiers différents. Alors, en fait, Michel Barnier, il est confronté à des tas de demandes de son socle commun, donc du groupe Ensemble pour la République de Gabriel Attal et des LR de Laurent Wauquiez. Et donc, et en plus, il doit, la copie sortie de l'Assemblée nationale n'a pas été adoptée, mais c'était un peu la foire fiscale. Et donc maintenant, il veut s'appuyer sur le Sénat pour essayer d'adopter un texte qui soit assez acceptable pour lui. Et les sénateurs, eux, ils ont une exigence, c'est d'amoindrir l'effort pour les collectivités territoriales. Donc ça fait beaucoup de demandes. Il y a Laurent Wauquiez, lui, il voulait épargner les petits retraités. Gabriel Attal, lui, il ne veut pas entendre parler d'un coup de rabot sur les éléments de charge aux entreprises. Donc il veut que ça soit non pas 4 milliards de coups de rabot, mais zéro. Sachant que, pardon, Euh, juste sur le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, lui, pour le coup, sur ses allègements de charges, sur le coup de rabot, déjà fait un bout du chemin. Il propose de diviser la réduction des allègements de tout charges par deux en la ramenant donc de 4 à milliards fait. d'euros d'efforts à 2 milliards. Tout à fait. Mais le groupe de Gabriel Attal considère qu'il a abandonné d'autres buts de guerre, si j'ose dire, selon l'expression qu'ils emploient dans ce budget. Ils voulaient, par exemple, ils n'étaient pas très fans de la surtaxe d'impôt sur les sociétés à 8 milliards d'euros. Bon, ça, ils ne réclament plus de la supprimer. Donc, ils disent ce qu'on nous propose nous est présenté comme un compromis, mais en fait, c'était la seule mesure dont on ne voulait pas entendre parler. Et on a proposé des mesures en face, on a proposé des mesures d'économie en face, on a été bons élèves, on nous a dit, bah, si vous proposez une mesure qui coûte de l'argent, bah, vous trouvez des économies en face. On a proposé la réforme de l'assurance chômage, ça c'est leur discours. Et donc ils disent, bah, nous on a été bons élèves, donc on veut absolument obtenir cette mesure et ils menacent de ne pas voter de ne pas adopter le texte en commission mixte paritaire qui rassemble 7 sénateurs et 7 députés. Eux, Renaissance menace de ne pas avaliser le texte, ce qui poserait quand même un problème politique à Michel Barnier. C'est pareil, Michel Barnier officiellement dit, si vous me trouvez d'autres mesures d'économie, vous pourrez amoindrir l'effort sur les collectivités locales, mais il n'est absolument pas clair à ce stade de savoir si les mesures proposées par les sénateurs en compensation vont vraiment permettre de compenser les gestes qui s'annoncent et qui ont déjà été un peu annoncés pour les collectivités locales. Donc on se demande comment ce budget va pouvoir tenir, d'autant que vous avez vu le discours de Marine Le Pen qui monte parallèlement et qui dit bah, finalement, nous, on pourrait quand même voter la censure. Donc ça Ouais. s'annonce quand même assez compliqué pour Michel Barnier. On voit bien que chaque parti politique veut avoir sa petite victoire. Il y a Éric Ciotti, le parti associé au Rassemblement national, qui dit ah, j'ai été maltraité par Michel Barnier, il ne nous a pas offert de victoire dans ce budget. Donc oui, on va voter la censure. Enfin, ça commence à être compliqué. Et d'ailleurs, Michel Barnier a dit je vais rencontrer en personne tous les chefs de parti, y compris le Rassemblement national et la France insoumise, pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce que à ce stade, il n'est pas dit que ce budget puisse être adopté, Mm. et il faudrait en passer par un 49.3. Michel Barnier, lui, son espoir, c'était de l'utiliser le moins possible, de l'utiliser au dernier stade du budget. En lecture finale à l'Assemblée nationale, mais si ses partenaires ne se mettent pas d'accord, il risque de devoir l'utiliser plus de fois. Ouais. En attendant, il y a le congrès des maires de France qui s'ouvre aujourd'hui. Je crois que le Premier ministre va s'y exprimer jeudi. Il pourrait demander une moindre pression, encore une fois, sur l'effort des collectivités. C'est le souhait du Sénat. On a écouté Gérard Larcher qui demande 2 milliards d'euros d'économie aux collectivités et non plus 5. Voilà, ça encore, comment dire, c'est des mesures qui coûtent de l'argent parce qu'il faut bien faire Oui, des tout à fait. économies. Bah, il y a ça, bah, ça ferait un manque à gagner de 3 milliards d'euros qu'il va bien falloir trouver ailleurs.
Au Sénat, ils demandent aussi, la majorité LR demande aussi de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité au-delà du niveau qui était celui avant la crise inflationniste. Et donc ça vaut, ça coûte encore 3,4 milliards. Alors ils ont bien prévu d'augmenter en compensation un peu les prix du gaz pour 1 milliard d'euros, mais on voit bien qu'il y a un nombre de milliards qui s'accumulent et que Le Parisien a calculé que le nombre de milliards qui s'accumulaient en mettant les petites retraites, ce qui a été donné à Didier Migaud, à la justice, etc., c'est 7 milliards d'euros aujourd'hui l'addition oui, apparemment. oui, non, mais même ça peut être plus, enfin, tout dépend comment on calcule. Nous aussi, on a fait un petit calcul, ça peut même être plus si vous donnez encore 2 milliards d'euros sur les charges à Gabriel Attal parce que lui, il ne veut pas céder, vous arrivez, il y a facilement 10, 11 milliards d'euros qui ne sont à ce stade pas financés. Donc, bon, il va falloir voir comment le gouvernement peut s'en sortir. Est-ce que certains de ses partenaires jouent la surenchère pour l'instant et puis vont en rabattre et accepter finalement de ne pas avoir de ne pas avoir toutes les concessions qu'il réclame. Ouais, ce n'est pas clair et tout ça sous le regard de Marine Le Pen qui est de plus en plus tentée par la motion de censure. Marc, on parlait des collectivités. Il y a les départements, on l'a évoqué hier sur la hausse des frais de notaire de 0,5%, censé rapporter 1 milliard d'euros aux caisses, sachant que le département à qui le gouvernement demande 2 milliards d'euros d'économie, donc il y a un jeu de bonne taux, mais au-delà de ça, il a dû lâcher aussi face au département, le Premier ministre. Oui, oui, il n'a pas annoncé précisément combien d'efforts il allait leur demander, mais par rapport à l'effort initial, il a déjà expliqué que l'effort ne serait pas aussi important qu'attendu. Et puis, en échange de ces efforts réduits, ben, on voit bien, même avec ces efforts réduits, pardon, on voit bien il les autorise à prendre des hausses d'impôts qui n'étaient pas prévues au départ dans le budget. Donc, ça modifie aussi l'équilibre entre des économies de dépenses qui étaient annoncées, qui devaient, comme vous l'avez dit, constituer les trois quarts de l'ajustement budgétaire. Et ben là, on fait moins d'économies sur les dépenses et on annonce que les départements pourront augmenter les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire, mais qui sont en fait des taxes à l'achat d'un bien immobilier. Et rappelons que quand on augmente les taxes, quand on achète un bien immobilier, ben, en général, c'est pas très bon pour le nombre de transactions. Donc ça risque Mm. de freiner un peu le redémarrage du marché. Il n'est même pas sûr que les départements puissent y gagner. Et puis on nous dit que c'est temporaire. Et évidemment, dans quelques années, qui peut croire que les départements vont être dans une situation financière telle qu'ils diront ah bah c'est bon, on peut rebaisser les frais de notaire. Donc ça veut dire encore une hausse pérenne de fiscalité qui frappe les primo-accédants que par ailleurs on a voulu aider en réinstaurant après à taux zéro. Enfin, chercher Mm. l'erreur. Après, vous avez évoqué, Marc, la remontée des taxes sur l'électricité. J'avoue que j'en perds un peu mon latin. J'en étais resté à l'idée que 80% des Français verraient leur facture baisser l'année prochaine de 9% en moyenne. On en est où? Parce que le gouvernement donc, prévoit de taxer l'électricité à un niveau supérieur ou pas à ce qu'il était avant la crise inflationniste, avant la crise énergétique. On sait que le Sénat est opposé à ce que la taxe remonte au-delà. On en est où, hein? Eh bien, le gouvernement, lui, il a toujours ce projet de remonter cette taxe au-dessus du niveau qu'elle avait atteint avant la crise, mais en disant, bah, grâce à la baisse des prix du marché, les prix de l'électricité sont tels aujourd'hui, les prix réglementés de l'électricité, bah, vous aurez quand même une baisse l'année prochaine du prix de l'électricité, sauf que cette baisse aurait pu être plus forte. Donc, si on considère qu'il faut électrifier nos sources d'énergie, eh bien, ça va freiner le développement de l'électricité puisqu'elle pourrait être beaucoup moins chère. Ça veut dire que les entreprises vont payer un prix de l'électricité plus cher. Et puis, qu'est-ce qui se passe le jour où les prix de marché d'électricité remontent? Ça veut dire que on va encore avoir un prix de l'électricité qui va augmenter, sachant qu'il est déjà beaucoup plus cher encore beaucoup plus cher que le niveau qu'il avait atteint avant la crise. Et donc, jouer sur cette taxe d'électricité, bah, c'est une mesure budgétaire, on peut comprendre qu'elle soit nécessaire, mais c'est quand même assez risqué. Si jamais, il faudra peut-être débrancher une partie de cette taxe si les prix de marché augmentent. Et donc, on voit bien que, encore une fois, ça pourrait être une recette qui n'est pas pérenne, alors que on a un problème de déficit qui, lui, est structurel, et lui, c'est un problème pérenne. Et tout ce que vous allez enlever comme mesure d'économie ou comme mesure de hausse d'impôts cette année ou dans les prochaines années, il faudra le trouver ailleurs et ça nécessitera des efforts ailleurs. Et donc c'est ça qui pose problème du point de vue du rétablissement des comptes publics. Marc, je ne suis pas un expert de ce qui se passe, ce qui va se passer au Sénat, à la Chambre haute. Aujourd'hui,
Ce sont les sénateurs qui vont, encore une fois, plancher sur ce budget. Il y aura donc cette commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. Ensuite, il se passe quoi? Le texte revient à l'Assemblée, mais je repense à Michel Barnier qui a dit il y a quelques jours, oui, probablement, ça finira en 49.3 pour faire passer le Oui, budget. Un, est-ce que c'est oui. Et inéluctable? ça, Et bon, ça sur quel texte il fait passer le 49.3? Après, il y a la question de la motion de censure, on en parlera après, mais sur le texte, sur le projet initial ou sur une version amendée avec tout ce qu'on vient de dire là? ah bah, sur une version, c'est bien tout le sujet. C'est que c'est le texte. Si l'espoir de Michel Barnier au départ, c'était que la commission mixte paritaire débouche sur un texte, un compromis. Et donc, c'est dans ce cadre-là que toutes les négociations que je vous ai racontées avec toutes les demandes se font. Donc, si le texte en commission paritaire est adopté, eh ben, il faut qu'il y ait des économies, puisque ça sera le texte soumis en 49.3 à l'Assemblée nationale. À moins que le gouvernement décide de revenir à son texte initial, il en a le pouvoir. Et ben, à ce moment-là, ça veut dire à tous ses partenaires, bah, excusez-moi, mais toute cette mise en scène du dialogue, ces concessions que je vous ai faites, en fait, c'était, si j'ose dire, du bullshit. Et en fait, je reprends mon texte initial et je le remets. Et c'est pas du tout l'image qu'a voulu construire Michel Barnier. Donc c'est pour ça que il a intérêt à ce que le compromis permette quand même de revenir à 5% de déficit. Et c'est ça qui est très compliqué. Mais on n'y est pas Alors du tout, là, évidemment, pardon, le compromis pour l'instant, on n'est pas du tout sur un texte qui pointe vers 5% des sites publics. On n'y est pas du tout là, hein. Les sénateurs disent qu'ils préparent des mesures d'économie en parallèle de leurs demandes, etc. Mais ça dépend quelle concession fait Michel Barnier, par exemple. Est-ce qu'il fait une concession? Est-ce qu'il va jusqu'au bout des concessions à Gabriel Attal? Est-ce qu'il annule 4 milliards de coups de rabot sur les allègements de charges? Ou est-ce qu'il reste sur 2 milliards? Mais à ce moment-là, Gabriel Attal dit, bah, moi, je n'avaliserai pas ce compromis. Et donc, politiquement, ça pose un problème. Euh, voilà, donc en fait, pour l'instant, c'est encore assez flou, mais il y a à ce stade, oui, il y a un problème Hmm. d'addition qui ne colle pas parce que chacun vient avec ses petites demandes et donc bah, ça ne fait pas pour l'instant 60 milliards. Hmm. Après, est-ce que les partenaires du gouvernement ont des mesures dans leur poche pour faire plus d'économies? Est-ce qu'elles seront acceptables? On voit bien qu'il y a des pistes, hein, travailler plus, par exemple, au Sénat, il y a des gens qui proposent de travailler 7 heures de plus. Voilà. À quoi cet argent que ça va rapporter serait utilisé? Est-ce que Michel Barnier va accepter cette piste alors qu'il s'est dit sceptique? Il y a tout un, voilà. Et puis, à chaque fois qu'on touche une brique, eh bien, ça fait bouger tout l'ensemble. Et donc, il faut à chaque fois refaire des compromis sur les autres briques. Donc il Donc, y a c'est deux obstacles, ça si je qui est très comprends difficile. bien, Marc, il y a deux obstacles et on se quitte là-dessus. Il y a l'obstacle de la commission mixte paritaire, députés-sénateurs, pour trouver un texte commun voté par les membres de la coalition gouvernementale, et ensuite le faire passer en 49.3, on parle du 18 ou du 20 décembre, et potentiellement une motion de censure à laquelle semble potentiellement, quand on écoute Marine Le Pen, peut-être se rallier. C'est ça. Mais alors, au départ, l'espoir de Michel Barnier, c'était que la commission mixte paritaire soit conclusive et donc il n'ait à dégainer qu'un seul 49.3 pour faire adopter son texte final remanié par la commission mixte paritaire. Là, il pourrait avoir non seulement la menace de Marine Le Pen, quoi qu'il arrive, de toute façon, de voter sa motion de censure, mais en plus, lui, de devoir déposer, que la commission mixte paritaire ne soit pas conclusive. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça se pose la question de quel texte, à partir de quel texte il propose à l'Assemblée nationale en Ouais. lecture finale. Et Et donc en ça, 49.3, et si 49.3 il y a, et que finalement le RN qui a les clés vote la motion de censure, on repart à la case départ, on retourne à la case départ, le texte, la France n'a pas de budget, si j'ai bien compris. Alors ça, il faudrait que je vérifie l'hypothèse. Je suis pas non plus un spécialiste de la procédure parlementaire, Ouais. mais effectivement, si le gouvernement tombe, ça paraît très improbable qu'on garde le budget qui a été élaboré, ou en tout cas un nouveau gouvernement pourrait vouloir le modifier dans l'urgence. Ça Hmm. paraît extrêmement compliqué. Ouais, plus le temps passe quand même, plus la motion de censure, euh, le vote d'une motion de censure serait quand même très risqué pour celui qui appuierait sur le bouton, parce que ça veut dire qu'on risque de se retrouver sans budget. Et donc sans budget, ça veut dire qu'il y a des procédures d'urgence pour reconduire le budget de l'année précédente, ce qui nécessite des coups de rabot généralisés, quasiment aucune mesure, un peu de politique nouvelle. Et donc, il faudra bien, celui
qui menace de prendre cette mesure, le jour où il aura appuyé sur le bouton, il y réfléchira quand même à 2 fois, hein. Surtout juste avant Noël pour les Français, c'est quand même compliqué. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Marc Vigneault, journaliste à L'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, bonne journée.